Salut, vous êtes sur Campus Chanel, la plateforme vidéo qui met du piment dans le choix de votre orientation étudiante et professionnelle. Car ici, c'est à vous de faire l'oral, de faire passer l'oral aux grandes écoles. Alors nous sommes ensemble pour 1 heure de chat décomplexé et destiné à tout le monde. Alors nous accueillons aujourd'hui Audencia Business School pour parler de son bachelor en management. Avec nous Marc Gibia, le directeur des programmes bachelor. Bonjour Marc. Bonjour. Et à vos côtés, nous avons Martha Germain, étudiante en 3e année. Comment ça va, Martha? Très bien, merci. Merci à tous les deux d'être ici avec nous sur ce plateau. C'est à vous, ils attendent maintenant vos questions. Mais tout de suite, c'est le pitch. Alors, j'ai senti, Marc, que vous étiez prêt là pour votre minute. Vous avez la parole, c'est à vous. Top chrono. C'est parti pour le pitch. Un pitch autour de 3 qualificatifs qui caractérisent, de mon point de vue, le bachelor. C'est l'exigence, c'est la bienveillance et c'est l'excellence. L'exigence qu'on s'impose pour déployer une formation de qualité répondant aux attentes des recruteurs et aussi l'exigence qu'on impose aux étudiants pour s'assurer qu'ils déploient tout au long du cursus une attitude leur permettant d'acquérir les compétences et les connaissances attendues. Deuxième qualificatif, c'est la bienveillance, c'est-à-dire la posture de l'institution qui vise à accompagner chaque étudiant dans la construction de son parcours, dans la connaissance de soi et dans la projection post-bachelor. Et puis enfin, dernier qualificatif, c'est l'excellence. L'excellence d'Audencia, triple accréditation, AMBA, EQUIS, ACSB, qui font de ce bachelor un bachelor d'excellence, un bachelor d'extrême qualité, répondant aux besoins des recruteurs. L'excellence d'être vraiment chronométré. Là, vous êtes pile poil dans les temps, c'est parfait. Alors, continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent en bas de votre écran. Et pour vous, elles s'affichent dans cet écran. On commence le face-à-face. C'est parti. Je vous laisse lire la première question. Alors, j'ai entendu dire qu'on devait présenter une œuvre personnelle lors des épreuves d'admission. J'aimerais savoir en quoi ça consiste. Et est-ce que tu as présenté, toi? Alors, c'est peut-être plutôt. Alors, c'est une question qui t'est destinée Martha. à Martha. Qu'est-ce que tu as présenté, toi? Alors moi j'avais fait 9 ans de théâtre quand je suis arrivée à Audencia et donc j'avais apporté tout un classeur avec les textes, des photos et même j'avais une vidéo sur mon téléphone dans mes derniers spectacles de théâtre que voilà, j'avais montré à la fin de mon entretien. Et donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi si on fait du dessin, ça peut être un cahier de dessin. Si on fait du sport, ça peut être des vidéos de son sport, de la danse. Voilà, ça peut être plein de choses, pas forcément artistiques, hein, ça peut être aussi dans du bénévolat ou d'autres choses se montrer tel qu'on est, en fait, voilà. Se démarquer. Et au-delà de l'œuvre personnelle, quelles sont les différentes épreuves écrites et orales? Alors, elles sont différentes en fonction de l'entrée. L'année d'entrée, on a une entrée post-bac avec des épreuves écrites et des épreuves orales qui se déroulent sur une seule et même journée. On n'a pas d'admissibilité puis d'admission. Les écrits comme les oraux se déroulent sur la même journée avec pour les épreuves écrites une épreuve de logique, une épreuve d'anglais et on récupère également la note de bac de français sur les épreuves écrites. Et puis ensuite, dans la continuité, ce sont les épreuves orales, entretien de motivation de personnalité, qu'on vient d'évoquer là à l'instant, et puis un oral d'anglais. Et on récupère là également la note d'oral du bac de français. Donc il faut avoir un bon niveau d'anglais, en fait. Alors un niveau d'anglais suffisant pour effectivement très rapidement partir notamment dans la première année en stage à l'étranger, puis potentiellement en université, et puis peut-être un niveau d'anglais plus avancé pour intégrer notamment les parcours anglophones, puisqu'on propose l'ensemble du cursus dans le cadre de ce qu'on appelle les English Track, les parcours anglophones dès la première année. L'accès à ces parcours anglophones restant conditionné à une moyenne de 12 sur les 2 épreuves d'anglais, l'oral et les écrits. Parce qu'elle me fait comme ça, elle fait comme ça de la tête, Martha. T'avais quel niveau, toi, quand tu es Non, moi j'avais un niveau moyen quand je suis arrivée à Audencia. Mais en fait, j'ai très rapidement progressé parce qu'on est un tout petit groupe en langue. Donc, il y a des remises à niveau? Pas forcément des remises à niveau, mais en tout cas, on va très vite parler, on va très vite pratiquer l'anglais. Et de toute façon, on va avoir des objectifs. C'est pas apprendre l'anglais pour l'anglais, c'est apprendre l'anglais pour aller en université. Donc tout de suite, ça motive beaucoup plus de parler anglais si c'est pour une bonne raison, entre guillemets. Vous pouvez nous rappeler les dates d'inscription?
Alors, pour l'entrée en première année et pour la première fois, on est dans le portail Parcoursup. Donc, ça va se dérouler à partir du 20 janvier environ jusqu'au 20 mars. Et puis, les épreuves écrites, on a 5 dates sur le mois d'avril. L'ensemble des informations sont sur le site internet d'Audencia. Les épreuves se déroulent à Nantes ou à La Roche-sur-Yon en Vendée, puisqu'on ouvre un campus en Vendée à la rentrée prochaine. Donc un processus Parcoursup, inscription en ligne sur le site de l'école parallèlement, et les épreuves se déroulent sur 5 dates au mois d'avril. Ça, c'est pour les admissions en première année. Et pour l'admission en troisième année, directement, puisqu'on recrute poste L2, DUT ou BTS, on a 2 sessions au mois de mars. Et là aussi, les données, les informations sont sur le site de l'école. L'inscription se fait bien sûr hors Parcoursup, directement sur le site de l'école. Très bien. Je vous laisse lire la question suivante. Ah bah oui, c'est ce qu'on vient de dire. Ah, voilà. On peut s'inscrire à votre école via Parcoursup. Vous venez le dire, hein, Marc. C'est le cas, Oui, c'est le cas à partir de cette année, tout à fait. Mais pas seulement. Mais pas seulement, en tout cas. Pas seulement. Martha. Il faut s'inscrire sur Parcoursup et sur la plateforme Audencia. Toi, tu t'es inscrit sur quelle plateforme? Moi, c'était la plateforme Audencia, mais parce qu'il n'y avait pas Parcoursup encore. Ça D'accord. n'existait même pas Parcoursup. Mais là, il faut vraiment penser à faire les 2 inscriptions. Très bien. Martha? Je souhaiterais savoir quelles sont les langues vivantes 3 disponibles en 3e année. Alors, les langues vivantes, il me semble que c'est les mêmes sur les 3 années. Il y en a 2 obligatoires, donc que ce soit anglais, espagnol ou anglais, allemand. Et ensuite, en 3e langue en option, il y a italien, chinois, arabe. Waouh, chinois, arabe. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi, je fais anglais, espagnol et j'ai pas de 3e langue en option. D'accord. Donc la 3e langue fait partie d'une palette d'options. Certains font le choix d'une 3e langue en option et d'autres font le choix d'autres options dans ce choix. D'accord. Question d'après. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, quel est le calendrier type d'une année dans votre école? Alors le calendrier il va varier très fortement d'une année sur l'autre. Si je prends les grandes dates sur la première année, c'est une rentrée mi-septembre avec un semestre plein jusqu'au mois de décembre et les examens. Ensuite, c'est un départ en stage à l'étranger pendant 2 mois avec un retour aux alentours de mi-mars. Et puis ensuite, c'est les cours jusqu'à la fin de l'année universitaire. Combien de stages obligatoires? Alors, en stage obligatoire, on a ce stage-là de 2 mois en première année. On a le stage de fin d'études de 5 à 6 mois. Mais il est possible aussi que les étudiants puissent intercaler en 2e année un stage dans le cadre du parcours corporate. Ils peuvent le faire aussi à la fin de la première année. Donc, à minima, c'est 7 ou 8 mois. Mais on peut ajouter d'autres périodes de stage durant le cursus. Toi, ton stage, tu l'as effectué? Alors mon stage de première année, je l'ai effectué au Cambodge. Cambodge. Donc, Il faut que tu nous racontes là. 2 mois. Alors j'étais dans 2 agences touristiques, une qui venait juste d'être créée, donc c'était un tour touristique dans la capitale, donc Phnom Penh du Cambodge, où je m'occupais du marketing, de la vente, de faire du démarchage, et j'étais aussi donc dans une agence de bateau-restaurant, où là je m'occupais de toute la communication et également du démarchage pour ce bateau. C'est l'école qui t'a aidé à trouver ton stage au Cambodge? Oui, alors c'était en fait dans le réseau de l'école. Il y avait déjà eu 2 ou 3 années avant moi des élèves qui étaient partis donc, sur ces bateaux-restaurants, s'occuper de tout ce qui était la vente et la communication. Et en fait, quand j'ai contacté donc, la personne en question, ils avaient donc, cette nouvelle proposition aussi parce qu'ils venaient de créer l'entreprise. Donc c'était super et moi, ça m'a tout de suite emballée. En plus, le Cambodge, destination de rêve pour faire un stage. Comment vous les accompagnez comme ça à l'étranger? Est-ce que, par exemple, les frais de voyage vous les aidez à payer et où est-ce qu'ils peuvent partir? Alors, les départs à l'étranger se font dans 2 cadres. C'est le cadre du stage, même 3 cadres, j'allais dire. Le cadre du stage, donc en première année de façon obligatoire, mais les élèves peuvent repartir en stage à l'étranger également s'ils le souhaitent sur la 2e ou la 3e année. Ça, c'est un premier cadre de départ à l'étranger. Le second cadre, c'est un cadre de départ en université partenaire. C'est ce qu'a fait aussi Martha, puisqu'elle est partie aux États-Unis. Et puis, le dernier cadre de départ possible, c'est le départ dans le cadre d'un projet social et solidaire, dans une mission humanitaire que les étudiants font à l'étranger. Donc, dans le cadre de tous ces dispositifs, on les accompagne dans la préparation. Si je prends l'exemple des stages, c'est préparation, CV, lettre de motivation en anglais, comment on passe un entretien Skype en anglais, etc. Donc on se fixe, nous, institution, une obligation de moyens, l'obligation de résultat
pèse sur l'étudiant. On met en connexion le réseau des anciens, on met en connexion notre réseau d'entreprise avec l'étudiant, mais c'est bien sûr lui qui fait le nécessaire pour déployer les outils adaptés pour trouver son stage. Pour l'université, c'est un petit peu différent, puisque là, il n'y a pas de CV lettre de motivation, mais il y a quand même effectivement un acte de candidature et il faut qu'il réponde à des requis de niveau linguistique. Et pour le projet social et solidaire qui s'intercale entre la deuxième et la troisième année, là aussi, on assimile ça un petit peu à une recherche de stage, si je puis dire, où on les accompagne de la même façon. Oui, mais sur place, comment c'est géré le logement, les frais annexes, etc. Comment c'est géré sur place? Comment tu as fait, toi? Alors, pour le stage, c'est personnel. C'est une recherche d'appartement, de logement, comme ce qu'on peut faire à Nantes si on n'a pas nos parents qui habitent là. Et pour les universités, en général, il y a des logements sur le campus qui sont prévus. Les partenariats? Des partenariats. Mais en fait, moi, je sais qu'aux États-Unis, en plus, souvent, les universités sont assez excentrées de la ville. Et donc, il y a des chambres tout autour de l'université qui sont faites pour, en plus de ça, les étrangers, d'autant plus. Qui sont faits pour ça. Voilà, c'est un vrai village. Voilà, après pour ce qui est du financement, les étudiants peuvent bénéficier de bourses, c'est des bourses propres à l'école, c'est des bourses du conseil régional, c'est des bourses Erasmus. D'autres étudiants sont acteurs de leur propre financement. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de réévoquer cette dimension-là liée aux frais de scolarité et à l'ouverture sociale. Quand on a un objectif, évidemment, il faut s'en donner les moyens et parfois, effectivement, cette expatriation peut représenter un coût ou pas. Tout dépend effectivement quel est le coût de la destination dans laquelle on se rend. Et les étudiants vont actionner des leviers avec nous de financement de type bourse notamment. Très bien. La question d'après. Bonjour, mon fils prépare son bac cette année, mais souhaite intégrer une école de commerce préparant le bachelor de management international. Est-il possible de passer votre concours d'entrée en cours d'année de terminale? Alors visiblement, il n'a pas terminé encore, mais elle est sûre, maman, là, qui va avoir son bac. D'accord. Donc, Alors, si je comprends bien la question, c'est est-il possible de passer votre concours d'entrée en cours d'année de oui, alors qu'il n'a pas encore terminale? son bac. Bien sûr. Il y a deux conditions à remplir pour intégrer l'école, c'est de passer le concours et de le réussir. Et la deuxième condition, c'est d'avoir son bac. Donc on n'attend pas que les étudiants aient passé le bac et aient réussi le bac pour déployer le dispositif de concours. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le concours se déroule au mois d'avril. À nouveau, on le répète, double inscription sur Parcoursup et sur notre site internet. Les résultats vont venir au candidat post-15 mai via Parcoursup au moment où il n'a pas encore son bac. Il arrive, mais c'est relativement rare, qu'un étudiant soit déclaré admis, qu'il décide de venir et qu'il n'ait pas son bac. Est-ce que la priorité est donnée aux lycéens par rapport aux étudiants en reconversion? Alors, on a assez peu d'étudiants en reconversion sur le bachelor, c'est plutôt le fait de formation de type master. On peut en avoir de façon extrêmement marginale sur l'accès direct en troisième année, mais en tout état de cause, s'il y en a, il n'y a pas de quota haute priorité donné à un étudiant en formation classique de type bachelier par rapport à une personne en reconversion. Très bien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre nouveau campus qui va ouvrir en Vendée? Quelle sera sa spécificité par rapport aux autres établissements que vous possédez déjà? Alors, moi, de ce que je sais du nouveau campus, parce qu'on nous l'a présenté, ça va être un campus en fait qui va ouvrir en troisième année 2 nouvelles filières. Donc, une filière axée tourisme et une filière sur l'entrepreneuriat familial. Et donc, ça va être en fait exactement les mêmes matières pour la première année et la deuxième année. Ça va être la même chose qu'à Nantes, mais en Vendée. Et c'est juste en fait, dans 2 ans, il y aura l'ouverture de 2 nouvelles filières. Marc. Donc pour compléter la réponse de Martha, la Vendée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un département limitrophe à la Loire-Atlantique. C'est un département extrêmement dynamique et qui souhaite enrichir son offre de formation. Donc dans le cadre d'un accord avec la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, on a décidé d'un commun accord de déployer une offre de formation d'Audencia à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et on va débuter par le déploiement du bachelor, puis des formations au niveau master, puis de la formation continue. Dans un premier temps, c'est la première année du bachelor qui va ouvrir là à la rentrée 2020, puis la deuxième année, puis la troisième année. Comme l'a dit effectivement Martha, l'intérêt pour nous de cette ouverture-là, c'est qu'on va pouvoir déployer des spécialisations de troisième année qui n'existent pas sur Nantes et qui seront en résonance directe avec le territoire vendéen, notamment autour des thématiques du tourisme et de l'entrepreneuriat familial. Et au niveau des infrastructures, ce sera
Ce sera les mêmes que ce seront les mêmes pas nécessairement qu'à Nantes. des infrastructures totalement identiques, mais c'est des conditions de formation qui seront strictement les mêmes. On aura des salles de cours, des salles informatiques, une médiathèque, une cafétéria. L'idée, effectivement, c'est de faire naître sur ce campus-là le frère, la sœur, le jumeau. En tout cas, c'est des formations identiques, hein, comme l'a évoqué Martha sur les années 1 et 2. Et puis, sur l'année 3, des spécialités qui n'existeront que sur La Roche-sur-Yon. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi imaginer des mobilités intercampus, c'est-à-dire des jeunes qui commencent à La Roche-sur-Yon année 1, année 2 et terminent sur Nantes et inversement. Et j'en profite également pour vous dire qu'on ouvre cette année une autre nouvelle spécialisation en culture et management des spiritueux. Des spiritueux. Voilà, à Ségonzac, à côté de Cognac. Voilà, c'est spiritueux qui est rapidement. C'est le marché des spiritueux, donc des alcools et là plus précisément du cognac. Donc dans le cadre d'un déploiement et d'enrichissement de nos filières et d'un commun accord avec notamment l'écosystème du cognac sur Ségonzac, on déploie à partir de la rentrée prochaine une nouvelle spécialisation autour du management et de la culture des spiritueux. Très bien, Martha, c'est pas la peine de me regarder avec des grands yeux comme ça. C'est fini, vous êtes en 3e année, vous ne pouvez pas aller dans cette filière-là, c'est terminé. Je sais pas, je sais. Alors moi, j'ai une question pour vous. Quelle réputation vous avez? Quels stéréotypes peuvent bien traîner sur votre école et votre programme? La réponse tout de suite dans une nouvelle rubrique appelée les clichés. Ah, Martha, elle a un petit sourire là, coquin et malicieux. À toi la parole. Hein. Quel cliché tu peux démonter là aujourd'hui? Le principal cliché, nous, en tant qu'étudiants d'école de commerce, c'est qu'on fait tout le temps la fête et qu'on ne se réveille jamais le vendredi matin, qu'on n'est jamais en cours le vendredi matin parce que tous les jeudis soirs, on est en tonus. Alors oui, on fait la fête, ça c'est sûr. Notamment, je pense qu'en première année, on fait beaucoup la fête. Et puis au fil du temps, en fait, on se rend compte que on a des échéances, on a des stages qui nous professionnalisent, on a des dossiers à rendre, on a des partiels. Et en fait, je pense que petit à petit, quand même, on diminue les sorties. Et puis il y a aussi toute une grosse partie des étudiants qui ne sortent pas. En fait, on a toujours l'impression que tout le monde sort tout le temps, etc. Mais en fait, il y a une grosse partie qui ne sont pas forcément fêtards. J'en connais plein, j'ai des amis qui ne sont pas fêtards, j'ai des amis qui sont très fêtards. Et donc voilà, c'est un mix d'étudiants. Et l'étudiant en école de commerce n'est pas forcément fêtard. Il peut très bien trouver sa place sans être fêtard. Tu es dans quel clan, toi? Alors moi, je suis mixte entre les deux. Mixte, forcément. J'ai quand même été membre du BDE, donc je ne peux pas dire que je n'ai pas été fêtard. Mais pour autant, voilà, je sais que quand j'ai des échéances et quand j'ai des partiels, normalement, on n'est pas censé sortir et on ne sort pas. Après, et puis même en 2e, 3e année, les cours commencent à être plus denses qu'en première année. Et donc, les sorties vont quand même s'espacer. Très bien. Donc, l'info du jour, c'est qu'en 2e, en 3e année, c'est là que la gueule de bois commence à disparaître. Marc, un cliché. Un cliché qui colle à notre établissement, mais je pense aux écoles de commerce en général, c'est qu'il serait réservé à une élite intellectuelle, à une élite sociale. À des fils et des filles à papa. Voilà. Alors, il se trouve que moi, je travaille dans ces écoles-là depuis une trentaine d'années et que j'ai vu des choses radicalement changer. Et on peut le mesurer par exemple à travers le taux de boursiers qui est beaucoup plus important aujourd'hui dans nos établissements qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans, pour une raison relativement simple, c'est qu'on a développé l'apprentissage, on a développé l'alternance, il y a beaucoup d'écoles qui ont des fondations et qui proposent aux étudiants de financer leurs frais de scolarité. Donc on a une vraie diversité sociale, une vraie diversité culturelle qui fait de nos formations des formations extrêmement riches à tout point de vue. Et puis l'autre dimension, c'est est-ce que nos écoles sont réservées à une élite sociale et intellectuelle cette fois-ci? Intellectuelle, je ne le pense pas. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de discuter des mentions au bac, de la sélectivité, etc. Je pense qu'un étudiant qui est un étudiant sérieux, travailleur et qui prépare correctement le concours a tout à fait la capacité d'intégrer notre formation sans pour autant faire partie d'une forme d'élite intellectuelle. Encore faut-il qu'elle existe. Donc ça, je pense que c'est important parce que cette école-là, cette image-là colle beaucoup aux écoles et je pense que ce n'est pas du tout conforme à la réalité. Donc c'était vrai il y a 20 ans, plus maintenant. Tout à fait.
Et les bourses, hein, je rappelle encore qu'elles viennent d'être revalorisées cette année de 1,1%, donc c'est le moment d'en profiter. Allez vous inscrire. On repasse au face-à-face. Très bien. Prêt? Parfait. Allez, à la prochaine question. Si j'ai choisi de suivre le cursus en anglais dès ma première année et je me rends compte que ça ne me convient plus, c'est possible de changer? A priori non. A priori non, sauf cas très exceptionnel. C'est-à-dire l'étudiant se retrouve en grande difficulté. On apprend en marchant, ça veut dire que chaque année on réajuste le dispositif. Là cette année, et ce n'était pas le cas l'année précédente, on va conditionner l'accès au parcours anglophone par un niveau d'anglais minimal, c'est-à-dire la moyenne des 2 épreuves d'anglais oral et écrit minimum 12, sinon on ne peut pas intégrer ce parcours anglophone. On vient là de mettre en place un dispositif de soutien aux étudiants qui étaient un petit peu en difficulté sur ce cursus anglophone. Donc ça veut dire qu'on prend nos précautions en amont, on accompagne pendant pour être bien certain que l'étudiant est dans des conditions qui sont des conditions de réussite. Par contre, il est important effectivement d'imaginer ce que recouvre cette projection. Ça veut dire qu'un étudiant va suivre durant sa première année et durant sa deuxième année tous les cours en langue anglaise, ce qui a priori il n'a encore jamais vécu dans l'enseignement secondaire. Alors bien sûr il y a des classes européennes, des classes anglophones, mais enfin c'est un cours, 2 cours, 3 cours, là c'est la totalité du cursus, donc c'est une prise de conscience nécessaire, mais là c'est comme tout, un petit peu d'exigence, un petit peu de travail et les choses se passent bien et très très bien. Ça t'est déjà arrivé à toi ou à des camarades de douter, de vouloir changer de filière, de cursus? Moi, quand je suis arrivée à Audencia, il n'y avait pas encore la filière tout en anglais dès la première année. Mais je sais que là, cette année, il y en a qui ont douté un peu sur leur filière en 3e année. Il y en a 7 possibles à Audencia. Et ils ont discuté avec leur professeur et ils ont pu changer en fait assez rapidement si vraiment ils avaient un blocage avec la filière et qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas du tout leur projet professionnel, mais c'est quand même assez rare. En général, en amont, quand même, il y a une préparation. On nous fait faire des oraux pour savoir quelle filière on veut choisir. Donc on y a quand même bien réfléchi, c'est pas un choix sur un coup de tête. Vous en avez parlé d'ailleurs en première partie du English Tracks. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un parcours 100% en langue anglaise sur les années 1 et 2 du cursus. Le cursus est déployé de façon identique, dispensé d'une part en français et d'autre part en langue anglaise. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'étudiant met les pieds dans l'école, jusqu'à la fin de sa 2e année, dans les phases académiques, les phases de cours, tout se déroule en langue anglaise. Le cours, les exposés, les examens, les rapports, les notes de synthèse, tout se fait en langue anglaise. Et c'est dans l'intérêt de l'étudiant, puisque qu'ils soient en parcours anglophone ou en parcours francophone, de toute façon, tous les étudiants vont partir à l'étranger au minimum 6 mois durant leur cursus. Et le fait de suivre ce parcours anglophone maximise les chances de succès et de réussite quand l'étudiant partira en stage, quand l'étudiant partira en université. Donc c'est le préparer à la réussite de son parcours académique, mais c'est aussi le préparer à la réussite de son parcours professionnel, puisqu'il va sortir totalement bilingue à la fin du cursus. Très bien. Question d'après. Mon fils est un garçon assez indécis. Qu'est-ce que vous faites pour aider les étudiants à choisir leur spécialisation? Est-ce fréquent que des étudiants arrivent en 3e année sans être encore sûrs de leur projet professionnel? Bon, on repart encore sur le doute. Oui. Alors, Martha. Oui, c'est très fréquent même que Tu en les connais? étudiants Oui. arrivent en 3e année sans être encore sûrs de leur projet professionnel. Moi, je suis même pas encore sûre du mien, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a choisi une filière qu'on va forcément travailler dans le domaine de cette filière. On a encore plein de possibilités, plein d'ouvertures. Les stages sont là aussi pour ça, pour nous donner une idée de ce qu'on a envie de faire plus tard et changer de stage, changer de domaine, changer d'environnement à chaque fois. En fait, permet à chaque fois de faire des choix et de barrer ce qu'on veut pas et de s'orienter petit à petit vers ce qu'on veut. Et puis c'est très rare aussi qu'en 3e année, les étudiants s'arrêtent arrêtent complètement leurs études. Et on est plus de 70% à poursuivre. Et donc c'est pour une raison aussi, c'est parce que on a encore des choses à apprendre et c'est pas parce qu'on arrive en 3e année que c'est bon, tout est bouclé, on sait exactement où on sera l'année prochaine, dans 5 ans, enfin pas du tout. Et je pense qu'il y a même des adultes qui savent pas encore dans 5 ans où ils seront. Donc, Marc, qu'est-ce que vous faites pour les aider à se spécialiser, à trouver leur spécialisation? Une première chose qui est importante, et c'est un père qui pose la question, c'est que parfois il y a des attentes surdimensionnées par rapport à l'institution.
Oui, effectivement, on est là pour éclairer, pour accompagner, pour délivrer à l'étudiant une boîte à outils permettant d'y voir plus clair quant à sa projection. Mais ce qui me semble déterminant, c'est que le jeune doit être acteur de cette réflexion et de cette construction et pas simplement attendre de l'institution qu'on va lui ouvrir une voie ou en tout cas éclairer sa propre voie. Vous les Ça veut dire responsabilisez. on les responsabilise. Ça, c'est extrêmement important. Ça leur permet de gagner en maturité et en autonomie. Et pour autant, on les accompagne. Alors, pas tous de la même façon, parce que le degré d'autonomie et de projection, il va varier d'un étudiant à l'autre. Mais il ne se passe pas une semaine sans que l'étudiant ait une opportunité d'y voir plus clair dans son projet. Ce matin, on était sur le campus, il y avait des conférences métiers pour les étudiants. Une conférence métier, ça participe à un éclairage. On a eu il y a 15 jours un forum stage. Il ne se passe pas une semaine sans que l'étudiant puisse saisir une opportunité pour réfléchir à l'intérêt qu'il porte à tel ou tel métier ou telle filière. Et pour rassurer ce parent et ou son fils également, une carrière professionnelle, ce n'est pas un métier, c'est 5, 6, 7 métiers. Ça veut dire que la réflexion que ce jeune va avoir quand il sera au bachelor, il va l'avoir 5 ans après, il va l'avoir 10 ans après. Il n'y a pas d'âge, effectivement, pour réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie. Donc on est bien conscient de ça, on est mieux outillé quand on a 30 ou 40 ans que 17 ans. C'est pour ça qu'on accompagne nos étudiants dans cette réflexion. Ça, c'est vous qui le dites. Question d'après. On peut bénéficier d'une bourse pour financer nos études, sinon on a le temps d'avoir un travail à côté. Alors oui, on peut bénéficier de bourses et on a aussi le temps d'avoir un travail à côté. Tu en connais? Oui, j'en connais. Il y en a qui arrivent à allier les deux? Voilà, que ce soit le week-end, en soirée. Voilà, il y a un peu tous les types d'étudiants au sein d'Audencia. Donc oui, bien sûr, il y en a qui travaillent. Il y en a aussi en troisième année qui sont en alternance. Donc en fait, qui sont rémunérés tout au long de l'année. Donc oui, on peut allier les deux et oui, on peut avoir une bourse. Oui, et puis les deux sont intimement liés, parce que quand on parle de bourse, on a évoqué certains types de bourses, c'est les bourses mobilité à l'international, c'est les bourses du Crous, mais on a aussi, et tout à l'heure je l'ai présenté, des bourses internes. On a près de 80 000 euros de bourses qu'on délivre à nos étudiants, bien sûr sous conditions. Et l'une des conditions, c'est de mesurer la façon dont l'étudiant est acteur de sa problématique. Si l'étudiant demande une bourse, c'est qu'il est confronté à une problématique de financement de frais de scolarité, de financement de vie, mais est-ce qu'il est spectateur ? Donc il demande, ou est-ce qu'il est acteur et participe en travaillant 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures par semaine pour financer son besoin. Si effectivement il est acteur, il aura tendance à avoir une bourse plutôt que l'étudiant qui attend que la bourse tombe. Donc les deux éléments sont intimement liés, mais oui, il y a de l'espace, il y a de la place pour travailler. Le rythme de travail, il est comment? Vous avez par exemple combien d'heures de cours par jour? Alors c'est très aléatoire. Sur la troisième année, on est plutôt à 6-8 heures de cours par jour, mais pas sur tous les jours de toute la semaine. En fait, en général, ça va être concentré sur 3 jours et après on va avoir 2 jours beaucoup plus cool avec 2-3 heures de cours par jour. Ça dépend. Après, les alternants, par exemple, ils ont cours de 8h à 19h tous les jours en troisième année. Et après, en première année, c'est souvent sur des périodes. En fait, il va y avoir 2 semaines assez intenses où ça va être 8h, 18h tous les jours. Et puis la semaine d'après, il va y avoir que 2 heures de cours un jour et puis 6 un autre. En fait, on a des semaines qui changent. On a des plannings qui changent toutes les semaines. Donc, c'est difficile de vous donner une semaine. Vous arrivez à répartir un petit peu les cours. Puis on les a quand même suffisamment, on a au moins 4 mois devant nous, on voit notre planning sur 4 mois, donc on peut anticiper, ah bah tiens, telle semaine, j'ai pas grand chose, je vais pouvoir faire ça. Très bien. La direction est-elle impliquée dans la vie associative réellement? Alors je ne sais pas quelle est la question derrière la question, il y en a peut-être plusieurs, en tout cas moi j'en vois au moins une. C'est quelle est notre perception? Alors, est-ce que les associations, elles sont gérées seulement par les étudiants ou si vous mettez votre nez dedans? Alors, première chose, c'est qu'on a une intime conviction, pour ne pas dire une certitude, c'est qu'on pense que l'implication, et Martha pourra en témoigner, dans la vie associative est un élément qui participe au développement de compétences professionnelles. Les jeunes dans la vie associative sont confrontés à des problématiques de budget, à des problématiques de responsabilité, à des problématiques de sécurité, à des problématiques de financement, à des problématiques de promotion. Et c'est finalement de véritables micro-entreprises qui sont tenues et pilotées par les étudiants. Bien sûr,
sous notre supervision. Parce que si on croit que ce temps-là d'expérience participe à un temps du parcours pédagogique, nécessairement, c'est quelque chose que l'on regarde de près. Et quand des étudiants sont en difficulté dans le pilotage d'un projet, on est là pour les accompagner, pour les éclairer. Tu es dans quelle association, toi? Je sais que tu as été présidente du BDE. Vice-présidente du BDE. Vice-présidente, attention. J'ai été donc responsable des journées concours, avec le BDE notamment. Je suis actuellement au bureau des alumni en tant que représentante des élèves. Et je suis aussi, c'est pas vraiment une association, mais responsable des salons pour la promotion d'Audencia. Donc ça fait pas mal d'associations. Oui, Martha, elle ne chôme pas là. Là, c'est... Waouh. Et ça t'apporte quoi? Plein de choses. En fait, je pense que c'est pas la question. En fait, c'est pas que l'administration soit impliquée. Je pense que l'administration facilite. Ça veut dire que si on va avoir un bon contact avec l'administration, ça va être beaucoup plus simple pour des raisons pratiques, techniques, de réservation de salles. Et puis si elles nous font confiance, elles vont plus facilement nous laisser faire des événements de plus grande ampleur, nous laisser les locaux. C'est plus l'administration facilite. Après, impliquée, oui, elle est impliquée parce qu'elle nous rencontre, elle fait attention à ce qu'on fait. Mais en fait, je pense que ça énerverait plus qu'autre chose les élèves si l'administration dirigeait tout. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans le BDE ou n'importe quelle autre association, le BDS, le BDC, etc., c'est justement de pouvoir tout faire tout seul et de découvrir tout ce qu'il y a à faire en fait au sein d'une micro-entreprise. Mais tu vas nous parler de tout ce qu'il y a à faire tout à l'heure. On y reviendra de la vie étudiante à Audencia. Mais place maintenant à une rubrique que j'aime beaucoup, qu'on aime tous ici. C'est notre petite rubrique détente, le Qui suis-je? Alors, je vous ai concocté 3 personnalités de mon choix. À vous de me dire laquelle correspond le plus à votre école. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous aider, mais je suis sûre que vous allez les reconnaître. En tout cas, au moins un. C'est parti la régie, on envoie les photos. Boum! Alors, à votre gauche, madame et monsieur, vous avez Arnold Schwarzenegger. À ma gauche, à moi. Parce qu'Arnold Schwarzenegger, elle a bien changé. Voilà, alors Schwarzy, il a aussi un cerveau bien musclé puisqu'il a 3 doctorats, un en économie, un en gestion des affaires, mais aussi en lettres et sciences humaines. Donc voilà, acteur, ex-gouverneur de Californie et culturiste. Attention, culturiste, ça ne veut pas dire qu'il aime la culture, mais bodybuilder. Sylvie Tellier, au milieu, ex-Miss France 2002, native de Nantes. Et personnalité du monde des affaires et des médias. Elle est à la tête de la société Miss France aujourd'hui et de Miss Europe Organisation, donc businesswoman. Et puis à droite, Ahmed Silla, humoriste et acteur français de talent, né à Nantes aussi. Et il fait partie des révélations pour le César du meilleur espoir masculin. Vous avez le choix. Ah, moi j'ai choisi. Ah, bah alors, Marc, allez-y. Arnold Schwarzenegger. J'en étais sûre. Pour quelle raison? Parce qu'il est multicasquette. Bah oui, et dans ces casquettes, il y en a une à ma connaissance, qui est un engagement écologique extrêmement fort. Et aujourd'hui, on ne peut pas, nous, établissement de formation, ne pas prendre en compte cette dimension-là d'écologie, de RSE au sens un peu plus large du terme. Et ça fait partie de l'ADN d'Audencia, c'est-à-dire préparer nos étudiants non seulement à la technicité d'un métier, qu'ils soient en marketing, en finance ou en ressources humaines, mais aussi à être acteur d'un nouveau monde, d'un monde meilleur, si je puis dire, notamment sur ces dimensions-là, écologiques, environnementales et RSE. Voilà, hier, qu'est-ce que vous avez fait hier, Martha? J'étais en séminaire RSE. Voilà. Et tu nous le dis pas. Donc ça, les enjeux climatiques, l'environnement, l'écologie, vraiment, à Audencia, c'est quelque chose qui est pris au sérieux. Oui. Puis je pense que c'est pris au sérieux maintenant par beaucoup de monde. Bah oui, on a une plante là derrière. Donc à Campus Chanel aussi, on est très écolo. Voilà, et donc on a eu une journée entière de séminaire qui commence par une conférence avec des professionnels du sujet. Et après, c'est des questions qu'on nous pose par groupe auxquelles il faut que nous-mêmes on réfléchisse à quelles réponses on peut apporter. Comme si on était en contexte dans notre propre entreprise. Et c'est super intéressant. Et puis c'est des questions qu'on va vite se poser dans pas très longtemps. Parce que on va vite rentrer sur le marché du travail. Donc c'est important de se les poser déjà en étant étudiant. Parfait. À ton tour. Alors à mon tour, j'aurais dit un peu préparé pour un multicasquette. Mais après
Après, moi, du côté étudiant, à Medsila, ça marche bien aussi. Ah oui, la jeunesse, Parce que, l'humour, la fraîcheur. Voilà, il et puis je pense que à Medsila aussi, il a réussi à construire son parcours lui-même. Oui, il est Voilà. parti de rien. Il est parti de rien. Ses profs ne croyaient pas forcément en lui. Non. Il était dans mon lycée, donc je le sais d'autant plus. On a une demi-star Et, sur le plateau. Et voilà, et je pense que voilà, lui, il a une bonne humeur, il dégage vraiment la joie de vivre. Et je pense qu'à Audencia, on est tous plus ou moins de bonne humeur, avec la joie de vivre. Même si de temps en temps on dort le vendredi matin, l'après-midi, on est toujours de bonne humeur. Et je suis sûre que tu feras autant carrière que lui. Alors peut-être pas dans l'art, enfin je te le souhaite, hein, mais je suis sûre que voilà, les deux là, de la même classe, ils vont donner quelque chose. On retourne aux questions. Très bien. C'est parti. Quelle filière peut-on faire en alternance et lesquelles ne le sont pas? Je vous laisse répondre. Alors en alternance, on peut faire la filière finance, la filière marketing et la filière management commercial. Et on peut aussi faire toutes ces filières en non-alternance. Et ce qu'on ne peut pas faire en alternance pour l'instant, à mon avis ça va changer, c'est la filière entrepreneuriat, la filière communication, la filière export et import. Waouh. Donc on a cette filière, effectivement, comme l'a évoqué la Martha, dont 3 qu'il est possible de suivre en alternance. On parle là, bien sûr, des filières de 3e année. Très bien. Et une formation à distance, est-ce que c'est possible? Alors aujourd'hui, c'est pas déployé. Je pense que ça peut s'adresser à des personnes, tout à l'heure vous évoquez des personnes en reconversion en activité professionnelle. Un parcours atypique. Voilà, c'est plus à nouveau l'apanage des programmes master que des programmes bachelor. Donc pour l'instant, on n'a pas déployé de formation 100% online sur le bachelor. En plus, je pense que c'est compliqué à mettre en place parce qu'on est quand même, on a beaucoup de travaux de groupe et c'est important parce qu'en entreprise, on va toujours travailler en groupe, on va toujours travailler avec des gens. Et ça va plus ou moins bien se passer, mais ça permet en fait de développer des compétences de travailler en groupe, de voir là où on est bon, là où on est mauvais, ce qu'on n'aime pas chez les autres, ce qu'on aime bien chez les autres. Donc on a vraiment des travaux de groupe très très réguliers dans toutes les matières presque. Donc à distance... Donc c'est important d'être présent. C'est important d'être présent et bien sûr de temps en temps, pour les travaux de groupe, on fait des Skype, on a des groupes pour parler, mais il y a toujours un moment où il faut bien se voir parce que de toute façon il y a un oral, il faut bien se préparer et on ne peut pas tout faire à distance. Question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux poursuivre ses études après un bachelor chez vous? Alors, je crois comprendre que la question c'est est-ce qu'il est possible de poursuivre au sein d'Audencia? Elle parlait de poursuite d'études, oui. Alors, oui, effectivement, il est possible de poursuivre. Est-ce que au sein vous conseillez d'Audencia. d'ailleurs? Voilà, aujourd'hui, Audencia, c'est un bachelor, c'est un programme grande école, c'est un MBA, c'est des Master of Science, c'est des masters spécialisés. Tout à l'heure, Martha l'évoquait, 70% des étudiants du bachelor poursuivent. Pour certains, ils vont poursuivre et ils sont majoritaires au sein d'Audencia, dans le BBA, qui est une 4e année en alternance avec une très forte dimension internationale, également dans des Master of Science, mais également dans le programme Grande École. Et on prépare de façon extrêmement intensive, notamment les 3e années qui sont candidats à l'accès au programme Grande École sur la préparation aux épreuves. Et c'est ce que fait Martha là, cette année. Concrètement, si quelqu'un pendant le cursus, en 3e année, trouve un job, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites de poursuivre plutôt ou de continuer dans ce poste? De devenir salarié? Alors c'est un vrai dilemme parce qu'effectivement notre bachelor est un bachelor à vocation professionnalisante. Les contenus de cours le démontrent, le temps passé en entreprise le démontre, etc. Et pour autant on a 70% des étudiants qui sont en poursuite d'études parce que c'est très franco-français, mais l'accès à un niveau master reste aujourd'hui un petit peu la norme et freine l'insertion professionnelle post-bachelor. Pour l'instant on a effectivement, comme je l'évoquais, 30% des étudiants qui sont en insertion professionnelle. Le développement, et je relis la réponse à la question à la précédente, le développement de l'alternance va, je pense, favoriser une insertion un petit peu plus forte. Ce qu'on essaie d'expliquer à un étudiant qui aurait effectivement cette opportunité professionnelle, c'est qu'il peut la saisir et venir rechercher plus tardivement une formation par la voie de la formation continue, un bac plus 5 dans 3, 4, 5, 6 ans. C'est assez compliqué pour lui de le comprendre, mais c'est une chose qu'on voit de plus en plus souvent. Tout à l'heure, on parlait de la reconversion ou de la reprise d'études. C'est beaucoup le fait de gens qui reviennent après avoir travaillé, et s'ils reviennent, c'est parce qu'ils n'ont pas de bac plus 5. Donc on peut effectivement conseiller finalement un compromis, c'est de dire la poursuite d'études, elle peut se faire, mais elle peut se faire après aussi une première expérience professionnelle. Il y en a beaucoup qui poursuivent?
Oui, la plupart poursuivent. C'est le cas notamment de Martha qui, pour l'instant, a un projet de poursuivre au sein d'Audencia, idéalement au sein du programme Grande École. Donc, elle est en train de suivre une préparation intensive, développée au sein du bachelor, sur les épreuves du concours. Intensive, elle transpire déjà. C'est pas facile. Oui, on imagine. Bonsoir, moi c'est Lucas. Mon projet est de fonder une start-up. Est-ce que vous avez des cours portant sur la création d'entreprise? Ça tombe bien. Je suis un filière entrepreneuriat. Lucas, écoute bien. Alors, donc, pour la première et la deuxième année, on va avoir des sensibilisations à la création d'entreprise, mais pas de module vraiment sur la création d'entreprise. Mais par contre, en troisième année, il y a effectivement une filière qui s'appelle la filière entrepreneuriat, où là, donc, on est par groupe de 5-6, et on développe un projet en fait de A à Z avec des intervenants qui viennent pour nous aider à construire ce projet et pourquoi pas parce que ça devienne une vraie entreprise derrière. Et en fait, la filière entrepreneuriat, on a la possibilité de remplacer nos 6 mois de stage de fin d'études par une création d'entreprise avec un incubateur qui va nous aider à monter notre projet. Vous les aidez, vous les poussez à innover, à créer des choses au sein de l'école? Bien sûr, parce que finalement, quand on parle d'insertion sur le marché de l'emploi, l'étudiant peut créer son propre emploi par la création d'entreprise. Et c'est vrai que c'est une génération qui aujourd'hui est fortement intéressée par la création d'entreprise. Donc on a un dispositif à plusieurs étages. Le premier, Martha l'a évoqué, c'est la spécialisation entrepreneuriat en troisième année. Mais on a derrière la possibilité d'intégrer un pré-incubateur, puis un incubateur porté par l'Alliance. L'Alliance, c'est quoi? C'est un partenariat entre Audencia, Centrale Nantes et l'école d'architecture, parce que très souvent, les projets de création d'entreprise sont des projets qui nécessitent des compétences techniques, des compétences scientifiques, des compétences managériales. Et cet incubateur porté par les 3 écoles permet effectivement de déployer des projets portés par nos étudiants. Donc tout ça se mûrit petit à petit, en première, en deuxième année, puis par la filière entrepreneuriat, puis par l'intégration au sein de l'incubateur. Avec 13 de moyenne en terminale, j'ai mes chances. Vous recevez combien de candidatures? Alors, on reçoit à peu près 600 candidatures et on a 220 première année et même l'année prochaine plutôt 250, 260 première année. Il y a à peu près pour l'année prochaine combien de places du coup? 250? L'année prochaine, on a effectivement 250 places sur Nantes, 50 places sur la Vendée. On va monter, je pense, à 800-850 candidats. Ça, c'est un premier élément à la réponse à la question. Et puis, pour ce qui est de la moyenne, au niveau national, on a 60% d'étudiants qui décrochent une mention au bac. Pour ce qui nous concerne, 80% des étudiants qui intègrent ont une mention au bac. Donc, une moyenne de 13 en terminale, c'est quelque chose qui peut tout à fait correspondre au profil type d'étudiants qu'on a. C'est possible? En fait, la moyenne, ça dépend vraiment parce que maintenant il y a les filières. Parce que moi par exemple, je crois que j'avais 6 de moyenne en physique-chimie et on m'avait demandé d'apporter mon bulletin pour l'oral de motivation. Sauf que la physique-chimie, concrètement, à Audencia Bachelor, ça va servir à rien. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'ils vont regarder. Et donc, à la limite, pendant l'oral de motivation, ils vont te demander de justifier pourquoi est-ce que tu as une mauvaise note sur cette matière. Donc que tu justifies comme tu peux. Mais c'est pas ça qui va vraiment leur importer. Leur importer, ça va être les notes vraiment en économie, en histoire, en français, enfin donc des choses, ou même en maths, c'est déjà plus concret. Mais donc le 13 de moyenne, ça dépend. Et ta motivation aussi. La motivation aussi. Peut-être de moyenne générale. Oui, voilà, mais la moyenne générale, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on peut très bien avoir 20 dans une matière et 10 dans l'autre, mais si c'est la matière qui ne correspond pas à l'école, c'est différent. Donc je pense que voilà, le 13 de moyenne, en soi, oui. Un élève qui a 13 de moyenne, il peut très bien rentrer à Audencia Bachelor, mais après, il faut plutôt voir le détail des notes. Audencia, ils ne jugent pas sur juste une moyenne. Parce que ça va quand même plus loin derrière. En physique-chimie, ça va, ça passe. C'est ça? Ça passe. Je suis très intéressé, et eux, donc, sans que ce soit une jeune fille, par votre spécialisation en management des spiritueux. Savez-vous combien d'élèves composeront la promotion et des cours attendus? Merci par avance pour votre retour. Donc, effectivement, avec un petit smiley qui a le sourire, elle est motivée voilà. là. Donc cette filière-là, effectivement, va ouvrir là au mois de septembre prochain à Ségonzac. Avec des partenariats avec la plupart des industriels de la filière spiritueux du cognac. On va avoir à la fois des cours sur l'histoire et la culture des spiritueux. On va avoir des cours
techniques sur la viticulture et l'œnologie qui concernent directement les spiritueux, et puis aussi des cours bien sûr orientés business. Hein. C'est une filière qui fait 90% d'export sur le marché des spiritueux. C'est une filière qui est confrontée à des problématiques de positionnement, d'offres, de volume et de valeur. Donc on est là vraiment sur une formation extrêmement complémentaires avec des dimensions relatives à l'histoire et à la culture des spiritueux, à des cours plus orientés techniques et des cours orientés business. Sachant qu'on va être en proximité avec l'ensemble des acteurs, hein, petite ou grosse structure des spiritueux, donc nécessairement beaucoup de contacts, de visites d'entreprise, d'interactions, de travaux autour des problématiques présentées par les différentes entreprises. Il est l'heure de notre mi-temps avec destination finale. Alors Martha, c'est ton moment. Tu vois, dans cette boule, il y a des papiers, tu en pioches un, tu lis la phrase et tu te débrouilles pour la compléter. Ça marche. Les bancs des amphis sont remplis de... Alors, les bancs des amphis sont remplis d'élèves, déjà, et d'élèves motivés, souriants et pas endormis. Mais en fait, on n'a pas de cours en amphi à Audencia. D'accord, donc vous avez des cours, il n'y a pas d'amphi. Alors, il y a des amphis pour des conférences et pour vraiment, non, pour des conférences en fait. Mais ou pour des séminaires, comme hier avec la RSE, mais en fait, on n'a pas de cours en amphi. C'est plus des salles de classe. C'est des salles de classe, on est 30 élèves environ par classe et en langue, on est 15. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de cours en amphi. Donc les salles de classe, tu ne pourras pas te dérober comme ça. Les salles de classe sont remplies de... Vous pouvez l'aider, Marc, hein, si vous voulez. Alors, les salles de classe... Il va la laisser galérer. Il va la laisser. Alors, les salles de classe sont remplies... Tu peux nous parler de l'état d'esprit, des élèves? Alors, elles sont remplies... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a marqué tout au long de ces 3 années dans les classes à Audencia qu'il n'y a pas ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas ailleurs? Je pense qu'il y a une évolution dans les classes. Quand on voit comment on était les salles de classe justement en première année et en troisième année, je pense qu'on est de plus en plus mûrs et ça se ressent. Même quand nous, on voit les premières années qui viennent d'arriver, voilà, ils sont encore un peu enfants, ils sont tout contents, voilà, ils font la fête, ils n'ont pas encore vraiment de vision de qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et nous, là, en troisième année, on a des gens plus sérieux, voilà, qui, à côté, ont des rendez-vous pour des stages, pour peut-être des futurs jobs. Voilà, on sent qu'ils sont beaucoup plus adultes. Voilà, on a une classe d'adultes, alors que quand je suis arrivée en première année, on avait plutôt une classe d'enfants. Voilà, c'était vraiment encore un peu les gamineries et en fait le parcours à force de faire des stages, d'être avec des intervenants qui ne sont pas forcément des professeurs, voilà, Ce sont des intervenants professionnels. Des intervenants professionnels, ça permet vraiment d'avoir une autre vision de l'école en fait. Parce que oui, on appelle ça une école de commerce, mais c'est un vrai échange qu'on a avec les professeurs. C'est pas juste le professeur qui met la note, c'est quelqu'un voilà, qui bosse aussi lui la journée et qui peut nous parler de son métier, de sa vie de tous les jours et qui est là pour nous apporter quelque chose. Est-ce qu'il y a justement une intervention dans une salle de cours, donc dans ta salle de classe, qui t'a marqué, une intervention, quelque chose, un événement qui t'a marqué? Alors récemment, quelque chose qui m'a marqué, c'était un intervenant de l'INPI, donc, qui est venu nous parler de tout ce qui est le droit industriel. Et c'était vraiment très intéressant. Et voilà, c'est des personnes qu'on n'a pas du tout, l'occasion de rencontrer dans la vie de tous les jours. L'INPI, c'est, pour ceux qui savent pas? L'Institut national de la propriété intellectuelle, donc c'est toutes les problématiques de la protection industrielle, des brevets. Voilà, brevets, voilà, comment est-ce qu'on dépose une marque. Et ça t'a marqué? Ouais, ce qui était vraiment très très intéressant. Et voilà, c'est quelqu'un qui bosse tous les jours à l'INPI. C'est pas un prof qui vient nous raconter ce que c'est quelqu'un qui fait ça toute la journée. Et donc il y a des cas concrets de clients voilà, il sait ce qu'il fait, il a plein d'exemples à nous donner. Et après nous avoir quittés, il reprend son boulot. Il nous dit ouais, là je vais avoir un rendez-vous avec mon client, quoi. Donc c'est différent. C'est pas comme un professeur au lycée qui est juste là parce qu'il doit nous apprendre ça. Et voilà, lui il est là pour nous transmettre ce qu'il vit tous les jours.
Et c'est différent, c'est pas un cours vraiment tout rédigé, toutes les années c'est le même. Voilà, ça évolue. Retour aux questions. Non, mais Vous je vouliez trouve ajouter la réponse de Martha extrêmement intéressante. C'est vrai qu'en première année, on a des lycéens fraîchement bacheliers. Et puis en troisième année, on a dans une salle de classe, puisque c'était la question, des jeunes professionnels. Et il y a effectivement une évolution, pour ne pas dire une révolution, dans la façon dont les choses se passent en salle de classe, entre la première année et la troisième année. Et notre credo, c'est effectivement un aller-retour permanent entre la théorie et la pratique. En première année, quand ils arrivent, ils n'ont pas de pratique. Donc Parfait. ça veut dire que les choses évoluent. Alors, on me dit en régie qu'il y a encore pas mal de questions, donc pour y répondre, on va continuer. Je suis une élève en situation de handicap. Pouvez-vous me confirmer que l'ensemble de vos campus sont accessibles à des personnes en fauteuil roulant? Puis-je éventuellement disposer d'une assistance pendant mes examens, notamment pour m'aider à écrire? Oui, pour les deux questions. On est un établissement habilité à recevoir du public, donc du public à mobilité réduite. Donc on a une accessibilité à notre établissement, à toutes les salles de cours pour les personnes en fauteuil roulant. Et de la même façon, en fonction du type de handicap, le jeune étudiant peut bénéficier d'un tiers-temps, d'une aide au moment des examens ou durant son cursus. Parfait. Vous pouvez nous donner des exemples de personnes qui ont fait votre école et qui sont dans des postes à haute responsabilité? Alors vous qui êtes dans l'assaut des alumni, peut-être vous avez des... Alors moi, dans mon assaut des alumni, j'ai beaucoup de créateurs d'entreprises, donc des entreprises plutôt nantaises. Notamment, on peut relever Guest Suite qui en ce moment a pris une grande ampleur sur Nantes. Après, ils sont dirigeants de leur entreprise qu'ils ont créée, donc c'est un poste à haute responsabilité, surtout quand on a créé son propre business. Après, dans d'autres élèves... les plus emblématiques sont effectivement des profils entrepreneurs et qui sont partis de rien et qui ont réussi à développer des concepts innovants et qui se sont rendus à la tête d'entreprises relativement importantes. Et toi, tu as déjà en tête un poste, quelque chose à créer tu te vois là, après tes études, tu te vois faire quoi? Alors, directement après mes études, peut-être pas forcément entreprendre, parce que je pense qu'avant d'entreprendre, il faut quand même voir un peu la vie d'une entreprise, vraiment ce que c'est à plusieurs échelles, plusieurs tailles, etc. Mais après, dans le futur, je me vois bien entreprendre, c'est pour ça que je suis dans la filière entrepreneuriat. Quel type de débouchés vous offrez? Alors on est sur une palette extrêmement large, puisque tout à l'heure on évoquait les différentes spécialisations. On est sur des débouchés en import, en export, en achat, en marketing, en vente, en négociation, en finance, en contrôle de gestion. Donc on est vraiment sur une palette d'insertion qui est extrêmement importante, post-bachelor et bien sûr post-master quand les étudiants sont également en poursuite d'études. Donc que ce soit en termes de fonction, de secteur ou de zone culturelle, on est vraiment sur une palette extrêmement large. En moyenne, ils trouvent un emploi combien de temps après leur diplôme? On a 80% des étudiants qui trouvent un emploi 3 mois après leur insertion et 98% 6 mois après leur diplôme. Donc c'est une insertion qui est rapide et qui est la démonstration de la qualité de la formation et de son adéquation avec les besoins des recruteurs. Vous êtes en interaction beaucoup avec des entreprises ou tu comptes par exemple toi t'appuyer sur le réseau des anciens pour trouver quelque chose, un poste? On est beaucoup en relation avec des entreprises, donc que ce soit des anciens ou même des entreprises, parce qu'en fait, dès qu'on a un travail à rendre, que ce soit en première année d'études de marché, c'est toujours pour une entreprise. Donc il y a toujours quelqu'un, on fait du phoning aussi en première année pendant une semaine, c'est pour une entreprise. En général, une entreprise d'ancien élève qui revient parce que il connaît justement le parcours et il veut bien confier son entreprise à des élèves de première année d'Audencia. Et donc on a toujours quelque part un moment dans le mois une relation avec 1, 2, 3, 4 entreprises et puis le réseau des diplômés, ils organisent pas mal de choses aussi au sein de l'école, que ce soit des conférences sur comment gérer ses réseaux sociaux, des choses un peu différentes de ce qu'on fait en cours et qui permet en fait, dès qu'on assiste à ces conférences qu'ils font ou sur la poursuite d'études même, parce que chacun raconte son expérience, ça permet de les rencontrer, d'avoir des contacts, ils peuvent avoir des idées. Il y en a là qui, justement l'entreprise dont on parlait, Guest Suite, j'ai un ami qui part faire son stage là-bas. Donc de relation en relation, on arrive à trouver un poste. Question d'après.
Le redoublement est-il possible chez Audencia? C'est une question qui m'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Qui m'inquiète parce qu'effectivement, si le questionnant est un élève de terminale qui se projette déjà en redoublement, je ne sais pas quel est le souci là. De façon très claire, oui, c'est possible. C'est rare. Là, cette année, on avait 217 étudiants en première année. On a 4 redoublants. Ça renvoie aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'exigence et sur la bienveillance. Bienveillance, ça veut dire qu'effectivement, on identifie des indicateurs un petit peu avancés de contre-performance. Ça peut être l'absentéisme, ça peut être la contre-performance académique. Donc ça veut dire que tout de suite, on est au contact avec l'élève pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la hauteur des résultats qu'on souhaiterait attendre. Donc on a beaucoup d'indicateurs avancés qui permettent effectivement de se prémunir d'un échec, même si de toute façon c'est quand même l'étudiant qui a la responsabilité du succès et du passage en deuxième année. Mais vous êtes là à l'encadrer quand il y a de l'absentéisme, parce que je pense que c'est important pour les parents d'entendre ça. Oui, il y a tous les jours le contrôle se fait, tous les jours les alertes tombent. Non, mais si on est absent, nos parents reçoivent un mail, peut-être pas à la première absence, mais au bout d'un moment, nos parents sont forcément informés et puis ça nous pénalise. C'est pas du tout comme la fac. On ne peut pas ne pas aller en cours. Si on ne va pas en cours, il faut avoir une très bonne raison de ne pas aller en cours. Et il faut aller la justifier, la très bonne raison. Parfait, sinon ça barde. Sinon, ça passe pas. Je suis un étudiant avec peu de budget. Organisez-vous des bourses aux livres en début d'année pour acheter à petit prix les manuels des anciens. Il y a des résidences étudiantes. Alors déjà, on n'a pas de livres. Tout est numérique, quasiment. Donc il n'y a pas d'histoire d'acheter de livres. Qu'est-ce qu'on doit acheter alors? Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter? Après, j'ai envie de dire, pour bosser, on a un ordinateur, mais j'en connais en première année qui n'avait pas d'ordinateur. Il y a des ordinateurs à l'école, mais bon, c'est quand même plus pratique d'avoir un ordinateur rien que pour taper ses cours. Mais bon, après, il y a des professeurs aussi qui ne veulent pas d'ordinateur, donc ça dépend encore une fois. Et on a besoin d'acheter, faut mieux arriver avec des crayons, un papier, mais il n'y a pas, en tout cas pour les cours, je vois pas... Il n'y a pas de livres, tout est numérisé, tout est numérique. Alors moi, j'ai aucun cours où j'ai eu des livres. Après, il y a toujours des professeurs qui vont conseiller de lire des livres. Que ce soit en deuxième année en géopolitique ou même en marketing, on va toujours nous conseiller de lire des livres. Mais on n'est pas obligé de les acheter, on peut aller à la médiathèque. Il n'y a pas d'obligation d'achat, il y a par ailleurs une médiathèque qui permet aux étudiants effectivement d'aller chercher des ouvrages de référence qui en marketing, qui en finance, qui en ressources humaines. Mais effectivement, comme le disait Martha, aujourd'hui de plus en plus les ressources sont numérisées et l'accès se fait via le canal digital. Et concernant les résidences étudiantes? Alors oui, à Nantes, il y a pas mal de résidences étudiantes, donc pas au sein même d'Audencia parce que c'est un campus sans résidence, mais aux alentours. Aux alentours, oui, il y en a pas mal sur l'île de Nantes, il y en a dans le centre, il y en a un peu partout en fait. Tu loges où toi? Alors moi, je suis chez mes parents encore, donc j'ai pas ce problème-là, mais j'ai plein d'amis qui sont en résidence étudiante ou en appartement. On trouve aussi des appartements. En général, c'est compliqué la première année de trouver un appartement, mais en fait, il faut savoir qu'on n'est jamais toutes les promos ensemble sur le campus. Parce qu'il y en a toujours qui sont en stage, il y en a toujours qui sont en université à l'étranger. Donc une fois qu'on on a entre guillemets galéré la première année, en général, d'année en année, on se passe l'appartement quand les autres sont absents. C'est bien, vous faites un turnover, donc il y a de l'entraide. Il y a un appartement à côté d'Audencia, je pense que ça fait des années qu'il est occupé par des étudiants d'Audencia, mais des années, parce qu'en fait, ça tourne tout le temps. Donc, Et puis pour les nouveaux entrants, on a une plateforme StudiApart d'aide à la recherche de logement. Mais Nantes n'est pas une ville où la crise du logement c'est pas comme Paris est présente. Ou Nice. Voilà. Je pense que c'est à nouveau pour vous, Martha. Martha. Bonsoir. La vie étudiante au sein de l'école étant très importante dans l'épanouissement d'un élève dans sa scolarité, pourriez-vous me donner plus d'informations sur la vie associative du campus et les différentes soirées? Comment se déroule-t-elle? Comment y participer, etc. Merci. Alors là, c'est en première année qui veut s'amuser, justement. C'est peut-être le même que tout à l'heure qui pensait savoir si vous voulez redoubler ou pas. Non, c'est pas ça. Alors, la vie étudiante au sein du campus. Alors, donc, il y a plusieurs grandes associations au sein d'Audencia. Donc, il y a bien sûr le bureau des élèves qui va organiser les soirées plus particulièrement. Il y a le bureau des sports qui va plutôt faire toute l'animation sportive. Il y a le bureau des clubs qui, lui, va être une sorte d'incubateur
pour toutes les personnes qui souhaitent créer des clubs. Donc on a un club de danse, on a un club de musique, on a un club de révision, enfin voilà. Il y a plein d'associations. Un club de surf, il y a plein de choses. Et alors en fait, donc pour participer, donc en général, donc il y a une page Facebook qui s'appelle la Fédération des Assos d'Audencia, où là donc il va y avoir tous les événements. Tout le monde, tous les bureaux vont poster, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Un étudiant veut aller à un événement, hop, il regarde. Voilà, il regarde et comme ça, là, il voit ce qu'il y a comme événement. Et après, donc ça dépend, il y a des événements, les afterworks, c'est ouvert gratuitement à tous, voilà, et tout le monde se retrouve. Il y a des soirées en salle qui sont payantes, donc là, voilà. Et la journée d'intégration, alors, comment elle se déroule? Comment s'est passée la tienne, par exemple? Alors, il y a 2 types de journées d'intégration. Il y a une semaine d'intégration qui est organisée par Audencia, par l'administration pour le coup. Et donc là, ça va être 2 jours où en fait, il y a une journée, ça va être dans Nantes, voilà, une sorte de petit rallye, chasse au trésor où il va falloir trouver pour aller prendre des photos. Voilà, c'est un petit challenge en équipe. Une journée plus sportive où là, ça va être voilà, des relais, etc. pour voilà, essayer de mixer un peu tout le monde et que tout le monde se rencontre à travers des activités fun. Et après, il y a le B2 donc, qui organise dans le courant septembre une soirée d'intégration. Donc là, qui va se dérouler en général en salle, où voilà, les deux organisent une soirée pour les motiver et pour qu'ils rencontrent tout le monde. Parfait. Donc journée d'intégration complète. Comme cette heure, 1 heure de chat live, ça passe très très vite sur Campus Chanel, c'est déjà terminé. Le temps de conclure, vous avez 1 minute à tous les deux pour conclure avec le temps additionnel. Marc, à vous la parole. Je reprendrai les qualificatifs que j'ai utilisés tout à l'heure sur le début du chat. C'est effectivement un bachelor dans le cadre duquel on a une exigence forte. Nous, en tant qu'institution, pour déployer une formation de qualité qui passe par une dimension internationale extrêmement forte, une dimension professionnalisante extrêmement forte, un accompagnement de nos étudiants. Donc ça, c'est l'exigence que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi la bienveillance, c'est-à-dire notre capacité à déployer un dispositif d'accompagnement extrêmement personnalisé pour chacun de nos étudiants, lui permettant de mieux se connaître pour mieux se projeter. Et puis c'est aussi une formation d'excellence. On est en train de travailler sur le renouvellement de nos accréditations. On est dans un processus d'amélioration continue. On ne s'endort pas sur nos lauriers et on est obligé systématiquement de remettre à jour la formation pour s'assurer qu'elle permet bien aux étudiants de s'insérer professionnellement ou de poursuivre leurs études. Parfait, très bien. En tout cas, nous, on a été ravis de vous accueillir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'accueillir Audencia. Moi, je remercie toutes celles et ceux qui ont été en régie et qui ont fait que cette émission soit encore réussie. Je vous dis à très très bientôt sur Campus Chanel.